Edgar Morin, 101 ans. Et il dit, 1, j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Actuellement, je marche beaucoup. Et ensuite, il dit, alimentation méditerranéenne. Et il dit, AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé avec notre invité ce matin, le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Philippe Robichon. Chirurgien cancérologue au service de notre santé, 77 ans. C'est le double 7 là, c'est bien ça. Exact, le double oui. 7, hein. Oui, j'arrive à 7-8. Oui, mais là, vous avez profité de votre double 7. Voilà. C'est un beau chiffre. On va citer un autre Henri, comme vous. On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Et Matisse. Voilà, c'est Henri Matisse qui disait ça. Vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre, Centenaire et en pleine forme, aux éditions du Rocher. Bien respirer, bien voir et bien entendre. Qui a préfacé votre livre ? Edgar Morin. Vous savez, je l'ai envoyé à Edgar sans lui demander la préface. J'ai dit, Edgar, qu'est-ce que vous en pensez ? Il me répond, mais le soir même. Il me dit, mais c'est formidable. C'est formidable. Il ne me dit pas, je vais vous le préfacer. Je lui réponds, Edgar, je suis très très content de votre réponse. Est-ce que vous pensez que vous pourriez le préfacer ? Il me répond, pas de problème. Pas de problème. Alors, Edgar Morin qui a 101 ans. Je voudrais fêter les 102 ans avec lui dans le village des Pyrénées-Orientales à 1500 mètres d'altitude. Formiguère, à côté de Montlouis. Pyrénées-Orientales, de là, vous voyez la mer. Formidable. Il dit de vous, vous êtes un lanceur d'alerte, hein, Edgar Morin. Oui. Est-ce qu'il sait comment il est devenu centenaire, lui, si vous lui posez la question, est-ce qu'il a une idée ? Écoutez, il a postfacé un livre sur Alzheimer et Parkinson, et il a préfacé ce livre-là, et il raconte sa vie, et il dit, 1, j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Actuellement, je marche beaucoup. Et c'est vrai, il a 101 ans. Et ensuite, il dit, alimentation méditerranéenne. Il parle même de son verre de vin. Et il dit, côté affectif, Saba, son actuelle épouse, qui est il a ses autres épouses, enfin, il a eu une première épouse qu'il a perdue, une deuxième épouse qu'il a perdue. Bon, il a une épouse avec lui, qui n'a pas 101 ans, mais qui est une femme merveilleuse, j'aime beaucoup, qui s'appelle Saba. Et donc, il montre bien, si vous voulez, combien l'équilibre d'une vie pour qu'elle se perpétue, c'est de se bouger, c'est de bien manger, et c'est d'avoir tout le côté affectif. Et en même temps, attention, hein, il travaille sans arrêt. Et aussi d'avoir, si on comprend bien, une compagne ou un compagnon qui est 30 ou 40 ans de moins. Absolument. Non mais c'est vrai, il faut la vérité. Oui, il a 100, elle doit avoir Saba, je sais pas, elle a 65 ans à peu près. Oui, mais c'est quand même ça. Ben oui, mais l'amour est possible. Hein. Non, mais l'amour est possible, mais ça aide d'avoir quelqu'un bien sûr. Voilà, qui vous challenge. Tout à fait, surtout quand la femme est plus jeune, ça vous challenge pas mal. Hein. C'est mon cas. C'est vrai ? Ouais. Oh, je sais pas, il faudrait demander ça à des... Non, ça dépend. Est-ce qu'on a des centenaires, des femmes centenaires avec des hommes plus jeunes ? Il n'y a pas beaucoup d'exemples en fait aujourd'hui. Alors, il cite à la fin de sa préface une femme remarquable qui est une Italienne qui a eu un prix Nobel, qui est partie à 103 ans. Et elle a eu le prix Nobel parce qu'elle a découvert les facteurs de croissance du système nerveux central, des neurones, vous voyez ? Et si elle avait vécu plus longtemps, ou si elle avait fait des petits, je veux dire, par la recherche, elle serait allée dans la recherche de Pierre Fabre dont je parlais, c'est-à-dire rechercher dans le lait maternel des facteurs de croissance pour le système nerveux de la personne qui commence à perdre la mémoire. Oui, les laboratoires Fabre. Pierre Fabre. Alors, centenaire, finalement... En pleine forme. Oui, et en pleine forme. Oui, parce que à quoi ça sert de vivre centenaire si on n'est pas en pleine forme ? Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre la mémoire, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre les articulations, il ne faut pas être sur un fauteuil roulant. Bon, maintenant, si vous avez eu un handicap pour des raisons d'accident ou je ne sais quoi, vous pouvez être centenaire avec un fauteuil roulant, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que cela implique, si vous voulez, des choses très importantes. Alors, vous avez remarqué que j'ai choisi 3 verbes pour ce livre. Et 3 organes. 3 organes. Voilà. Bien respirer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le Covid où des gens sont morts d'asphyxie, en quelque sorte. Je simplifie à outrance. J'ai mis en deuxième bien voir. Parce que c'est vrai qu'on vous parle de DMLA. Je voyais récemment, je vais acheter des œufs chez le marchand, et je vois une dame, 62, 63 ans, je connaissais très bien son mari. Comment allez-vous ? Elle me dit, vous savez, je suis vraiment inquiète. Pourquoi ? Parce que je suis allé voir l'ophtalmo, et il m'a dit que je commençais une DMLA. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. On en parle de plus en plus. Alors je lui dis, attendez, je lui dis, vous êtes sûr qu'il vous a dit ça ? Ah ben certain. Je lui dis, madame, vous voyez, j'ai acheté beaucoup d'œufs, des œufs bio. Et j'ai dit, vous en prenez, les œufs ? Elle me dit, pourquoi ? Oh, je me prends un par semaine. Non mais madame, c'est tous les jours. Pourquoi ?
Pourquoi? Mais parce que vous avez des excellents produits vitamine A, D, E, K dans le jaune de l'œuf. Il faut qu'il ne soit pas un œuf dur, mais il faut que ce soit un œuf à la coque avec le jaune liquide, ou bien un œuf au plat avec le jaune liquide. Est-ce que vous prenez des noix? Oui, j'aime bien les noix. Eh bien, il faut en prendre. Absolument indispensable pour votre cerveau, des oméga 3. Est-ce que vous prenez les poissons et fruits de mer? Nous avons tous les samedis un type formidable qui vient de Bouzig, comme on dit là-bas, et qui nous amène des huîtres, des moules, des trucs, des fruits de mer. Tout le temps, il faut en prendre tous les samedis. Jamais personne ne lui a dit ça. Alors, il dit, mais là, madame, il va falloir changer les lunettes, il faudra revenir. Il n'y a pas que ça, parce il que va faire des infiltrations. Voilà, il faut faire des piqûres derrière l'œil. Évitez tout ça. Hein. Oui. Mais beaucoup de personnes qui vont en nage se plaignent de mal voir, en fait. Mais bien sûr. Ouais. Oui, mais parce que, vous savez, tous les combien vous refaites votre rétine? C'est dans le livre, tous les 10 jours. Ah, mais ma rétine, je pensais que je l'avais à vie. Mais non, madame, non, monsieur, vous refaites la rétine tous les 10 jours. C'est fabuleux. Les pupilles de la langue, tous les 10 jours. L'odorat, tous les 3 mois. Le foie. J'ai un ami que nous avons vu hier ou avant-hier qui a eu un gros problème au foie. Bon, je vois son bilan, il a un foie gras. Bon. Fameuse NASH. Ouais, c'est exact, le NASH, vous avez raison. Je l'interroge sur son alimentation, je dis le sucre, il va le virer, le Coca-Cola, il faut le virer, etc. Il me dit, mais dans combien de temps je vais retrouver mon foie normal? Ça dépend de l'importance de la gravité de votre état, je ne le connais pas, je n'ai pas tout le dossier, mais si vraiment il est assez bousillé, 1 an et demi pour refaire le foie. Mais le foie se régénère. Bien sûr. Vous savez depuis quand? Depuis l'Antiquité. Puisque depuis l'Antiquité, chez les Grecs, c'est de la mythologie, bien sûr. Il y avait au sommet du Caucase un Gugus qui a voulu piquer le feu à Zeus. Il a été puni tout de suite. On l'a enchaîné, un arbre enchaîné, et l'aigle venait toutes les jours lui dévorer le foie et il régénérait pendant la nuit. Voilà. Donc, extraordinaire. On a vu la respiration, on a vu la vue et l'audition. Si vous n'entendez plus, sur le plan social, c'est difficile. Alors, on peut vous greffer, je l'explique, on peut vous greffer les oreilles. On a un capital, ce que vous dites, c'est que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a un capital d'oreilles. Absolument. Ouais. Vous n'avez pas 2 oreilles, vous en avez 6. Oui. Comment j'ai 6 oreilles? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, c'est officiel, oui. Le professeur Joyaux fume. Non, je fume pas. Alors, on a on a 6 oreilles de chaque côté. 3 de chaque côté. Une externe, une moyenne et une interne. L'externe, vous la voyez. Bon. Et vous savez qu'avec l'âge, si vous regardez la dimension de mes oreilles, elle grandit. Oui, c'est comme le nez. Absolument. Ça pousse. C'est comme le nez, ça peut pousser. Pour augmenter les capacités odoriférantes et pour augmenter les capacités de réception de l'audition. C'est absolument fabuleux. Ensuite, vous avez l'oreille moyenne. Et là, ça s'appelle le tympan. Tympan, ça tape, tympan, comme un tambour. 3 osselets. Un petit marteau, un étrier et une petite enclume. Le marteau tape sur l'enclume. Et l'enclume transmet le son sur l'étrier qui arrive sur une sorte de limaçon qui va transformer un élément du bruit, une voix, qui va vous le transformer pour l'amener au cerveau. C'est prodigieux, prodigieux, avec des cellules tout à fait spéciales. Et vous savez que les oiseaux sont capables d'avoir une audition que nous ne sommes pas capables, les animaux que nous n'avons pas, en plus de leur odorat. Nous, on est minables au niveau de l'odorat, parce qu'on ne travaille pas suffisamment notre odorat. Mais on restera sur l'oreille, parce que tout à l'heure, on parlera de l'odorat. Oui. Mais vous dites de l'oreille, alors là, on nous montre un très beau dessin. Tiens, professeur Joyeux, montrez ce dessin à la caméra sur l'oreille où on voit les 3 oreilles. On voit les 3 oreilles. C'est mon épouse qui a dessiné ça et j'aime beaucoup les dessins qu'elle fait parce que c'est pas avec de la couleur. Mais vous voyez l'oreille externe, bon, c'est le pavillon de l'oreille, bien sûr. Vous voyez ensuite le canal qui va arriver jusque sur le tympan. Et là, les 3 petits osselets, les plus petits os de l'organisme. Et attention, si vous vous gavez de produits laitiers, qu'est-ce que vous risquez? Vous allez avoir une calcification excessive et vous allez avoir le marteau qui va mal taper sur l'enclume. Ah ouais. Et vous allez perdre l'audition. Ça s'appelle une autospongiose. Alors, vous dites que c'est le dernier sens quand on meurt, quand on quitte cette terre, qui s'éteint. Oui. L'audition. C'est-à-dire que même le gars qui est en train de mourir, si vous lui parlez délicatement à son oreille, il entend. Ouais. Fabuleux. Il entend le dernier mot qui n'est pas au revoir, mais qui est adieu. En 2 mots.
Est-ce qu'il y a une solution pour bien se déboucher les oreilles? Le cérumen. Voilà, nous, ce qu'on a tendance à faire, on se bouche le nez, on pousse. Ah, ben voilà, ça, c'est que vous êtes dans l'avion. Oui. Quand vous êtes dans l'avion, vous descendez un peu brutalement, et à ce moment-là, alors qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la bouche, vous fermez le nez, vous poussez à l'intérieur, et votre tympan, vous le repoussez de l'autre côté, vous l'entendez parfois claquer d'un côté ou de l'autre, parce que vous le remettez véritablement à sa place. Parce qu'il y a une dépression par le fait que vous tombez dans l'avion, mais ça se voit aussi chez quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine. Quand il remonte, il faut qu'il fasse gaffe. Tout ça, je l'explique. Il y a une manœuvre spéciale. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Il faut remonter par palier. On peut se casser complètement les tympans. Hein. Ouais. Et après, il faut les recoudre. Hein. Ça, c'est pas amusant. Hein. Et vous dites le coton-tige, c'est une fois par semaine? Oui, je dirais, j'avais un prof qui disait, même pas le coton-tige, vous avez un petit doigt qui s'appelle l'auriculaire. C'est celui-là. Oui, c'est pas un droit d'honneur, hein, attention. Hein. Non. Bon, oui. Ben il disait, le coton-tige, on voit trop de pépins. Parce que la maman, elle veut être sérieuse. Allez, viens petit, ça vous fait un mal de chien. Moi, quand ma mère nous appelait, je disais à mon frère, vas-y, hein. Vous comprenez? Parce que je n'avais pas envie. Et je savais, elle voulait le faire très sérieusement, mais elle peut vous faire mal et vous péter le tympan. Donc, moi, je suis pour le petit doigt. Pas de maman. Parce qu'il y a un ongle qui fait mal, mais le petit doigt de l'enfant, tu prends ton petit doigt, tu mets un peu de savon, tu nettoies, ça suffit. Le cérumen est un protecteur. Oui. C'est un protecteur. Et si vous le goûtez, je disais ça. Vous expliquez ça. Alors tout le monde dit Burke. Oui. Non, mais je dis à l'éditrice. C'est du miel. Elle l'avait jamais goûté, c'est légèrement amer, parce que vous avez un acide gras qui est protecteur de votre tympan. Et on peut le manger? Non. Mais là, pourquoi vous non, c'est pour lui dire, voilà, quel goût ça a. Si vous êtes tous dans votre voiture en train de mettre le doigt dans l'oreille pour goûter, vous direz que c'est le professeur joyeux. Voilà. Il vaut mieux les mettre dans l'oreille que dans le nez, voilà. Bien. Alors, je crois que c'est un livre de vous, d'ailleurs, ou que j'ai lu, où vous disiez qu'il fallait surtout pas manger ces crottes de nez. Bien sûr. C'est sur le goût et l'odorat. Ça s'appelle Le goût et l'odorat, sentinelle de votre santé. Voilà, absolument. Ça. Vous expliquez que c'était surtout... Je vois que vous lisez mes bouquins, hein? Oui, je les lis. Mais ça rend plus intelligent, professeur. Bien sûr. Il y a de plus en plus de centenaires en France et dans le monde. Et le professeur Henri Joyeux publie Centenaire et en pleine forme aux éditions du Rocher. Bien respirer, bien voir et bien entendre. Il y a combien de centenaires en France? On a une idée? Je crois qu'on est autour de quelque chose comme 20 000, pas très loin, et qu'on va aller à 60 000 facilement. Mais l'important, c'est qu'ils ne soient pas en train de bafouiller ou de baver dans les EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il faut aider les gens. C'est pour ça que ce livre, il est destiné à aider les personnes à se dire, bon, comment je respire? Savez-vous que nous avons 74 muscles respiratoires? Alors que les gens vous dites, ils sont où mes muscles respiratoires? Il y a les diaphragmes, il y a ici des muscles qu'on appelle les scalènes, et entre chaque côtelette, là, nous avons 3 muscles, un externe, un moyen, un interne. Et quand on voit le total que nous avons pour respirer, mais personne ne devrait mourir d'asphyxie, quoi. C'est pas possible. Vous dites qu'il faudrait réapprendre à respirer. À un certain âge, on a l'impression de bien savoir respirer, et finalement, on se rend compte qu'on respire à l'envers. Comment est-ce qu'on sait si on respire bien? Alors, vous avez des trous de nez par lesquels il faut faire rentrer l'air. Bouche fermée. Dans la mesure où vous n'avez pas des polypes dans le nez qui vous empêchent de... Bon, vous êtes debout, ou bien vous êtes assis, et vous allez vous reculer en arrière pour remplir le maximum d'air. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites descendre votre diaphragme de chaque côté, des coupoles diaphragmatiques, pour que votre poumon soit au maximum plein d'air. Bon, quand vous avez fait ça, vous allez vider. Pour vider, vous allez vous baisser en avant, par la bouche. Vous allez vider maximum du maximum. Moi, je fais ça 5 fois le matin après m'être rasé. C'est votre routine du matin. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je prévois l'avenir. Hein. J'ai 77 balais, mais bientôt, il y aura 87, peut-être 97, j'en sais rien. Bon, donc je prévois l'avenir. Il faut que j'ai une bonne oxygénation de mes neurones, de mes rognons, de mon foie, de mes muscles, etc. Donc l'oxygénation est à la base de la vie, vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? C'est ça qui m'a frappé. C'est que les gens, on leur a jamais dit dans les maisons de retraite, allez, on va vous réunir tous, on va vous apprendre à respirer. Nous, on les balançait devant la télé, on regardait des conneries, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et l'enfant, il faut apprendre à l'enfant à respirer aussi, c'est-à-dire lui montrer... À respirer par le nez. Par le nez et à vider par la bouche et à faire de l'exercice respiratoire dès le matin. Quels sont, professeur, les 7 marqueurs de l'état de vieillissement? Alors, bon, ils sont dans le livre, je vous les donne. En gros, à quoi on doit faire attention? Moi, je crois qu'il faut faire attention à la façon dont on respire, à faire attention d'avoir une activité physique. Vous savez,
Nous avons des articulations. Au bout des doigts, au bout des pieds, on a des grosses et on a des petites. On a les hanches, on a les genoux, on a les poignets, etc. Bon, il faut les bouger. Si vous ne bougez pas vos articulations, vous allez les rouiller. On comprend ça. La rouille, c'est je plie mon genou, ça craque. Docteur, ça craque dans mon genou. C'est Radio, raide, c'est vous raide. avez de l'arthrose. Arthrose, vous êtes déshydraté. Ah, vous êtes déshydraté. Qu'est-ce que c'est l'arthrose ? C'est d'abord une déshydratation de votre cartilage articulaire. Entre mon fémur et mon tibia et mon péroné qu'on appelle la fibula, il y a une magnifique articulation, génialement organisée pour faire du ski, pour courir, etc. Bon, si vous avez des cartilages qui sont calcifiés parce qu'ils ne reçoivent pas assez de flotte, bien ça va craquer, ça va faire mal. Et mes collègues souvent me disent, mais ferme-la, purée, mais tu te rends pas compte. On se fait les bonbons en or. Quand tu tiens une hanche, tu tiens l'autre hanche. Quand tu tiens les deux hanches, tu as les deux genoux. Maintenant, on a des prothèses d'épaule. Bon, je suis pas contre l'orthopédie et le fait qu'on puisse aider des gens à courir, à marcher, à faire de l'exercice. Mais ça veut dire, vous avez des articulations. Et savez-vous que dans les neurones, il y a des articulations aussi qu'on appelle les synapses. J'aime pas trop le mot parce que personne ne le comprend. C'est des articulations entre les neurones. Et nos articulations entre nos 100 milliards de neurones, là-haut, nous n'utilisons pas tout. Nous utilisons le maximum dans la mesure où nous travaillons sur le plan un petit peu de ce qui nous fait plaisir et de ce que nous aimons. Eh bien, il y a une relation directe entre le mouvement des articulations et ici, la capacité de multiplier les connexions. C'est prodigieux. Alors, comment faire pour, puisque vous parlez de notre corps, pour éviter ce qu'on appelle la fonte musculaire ? En vieillissant, on a une fonte musculaire. Vous voyez, je suis monté à Paris, j'ai pris mes haltères. Alors, vous expliquez que vous Parce avez que une routine dans les hôtels, il n'y a pas les sportive tous haltères. jours. Alors, moi, c'est vélo. Ouais. Moi, le vélo, j'aurais aimé quand mes petits-enfants fassent le Tour de France. Bon, ils me suivent en vélo, mais ça va pas loin, quoi. Et puis peut-être je les écœure, comme dit ma femme, tu fais toujours de vélo en montant. Bah oui, ça monte, mais ça descend après. C'est vrai que j'aime transpirer, parce que je sais que la transpiration, c'est une élimination de tous les produits toxiques qu'on peut manger, qu'on peut respirer sans le vouloir. Donc, activité physique, ça, c'est absolument capital. Alors, celui qui est sur un fauteuil roulant, il faut qu'il ait une activité physique avec ses membres supérieurs. Vous comprenez ? Bon, et comme je vous disais, moi j'ai les haltères, mes haltères, elles me suivent parce qu'à l'hôtel, on ne m'offre pas des haltères. Dans votre sac, là, il y a les haltères. Oui, dans mon sac, vous verrez, c'est assez lourd, il y a les haltères. 3 fois 20 minutes par semaine, vous dites ? Absolument. Ouais. Non, tous les jours, j'en fais. Tous les jours ? Ah, tous les jours ? Ah, tous les jours, j'en fais. 50 comme ça, 50 vers le haut, alors, 50 à la vers radio, l'avant. ça passe pas, donc il faut. Non, ça passe pas. Ouais. Et puis ma femme m'a engueulé, elle me dit, tu le fais pas assez en arrière, sur les côtés. Ah ouais, ça me fait mal aux épaules. Alors j'en fais 10. Je vais essayer de monter à 15. Les papillons. Oui. C'est ça. Oui. Donc 50, 50 et 10 tous les matins. Tous les matins, plus les mouvements respiratoires. Après le rasage. D'accord. Et vous savez que quand je me lève le matin, je me dis, il va falloir faire les exercices. On n'a pas nécessairement envie, il faut un peu se mettre des coups de pied dans le cul, quoi. Vous voyez ? C'est normal, je crois que c'est, comment il s'appelait, François Michelin, qui disait, le matin, quand je me lève, il y a 3 mecs en moi. Il y a celui qui dit, on est bien, je reste, sur la couette. Il y en a un autre qui dit, il va falloir se lever, oh là là, j'ai pas envie. Et puis le troisième, lève-toi et qui se donne un coup de pied aux fesses, quoi. Ouais. Voilà, il faut se lever, quoi. Voilà. Je pense que moi, j'aime pas trop rester au lit parce que ça m'oblige à gamberger de rester au lit. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, ce que tu devais faire, il faut que tu le fasses. Allez, lève-toi. Et le matin, je commence par quoi ? Un cacao. Alors on me dit au lait ? Mais non, je prends de la poudre de cacao 100%, bio, bien sûr, dans de la flotte, 1 demi-litre. Plus 2 tartines de sarrasin avec de l'huile d'olive du Maroc, d'Algérie, de Provence, plus 2 œufs à la coque dont je parlais pour pas avoir une DMLA, plus 2 fruits en fonction de la saison, de la grosseur des fruits. C'est pas 2 cerises, ce sera 2 poignées de cerises. Voilà, mais des fruits tous les jours. C'est votre petit déjeuner. Absolument. Bien. Et alors à quel moment est-ce que vous prenez la tisane de feuilles d'olivier de l'année ? Ça sera plutôt le soir. C'est mon épouse qui la prépare. Ah. Absolument. On appelle ça le pisse-mémère. Oui. Je sais pas comment vous appelez ça. Oui, vous aussi vous appelez ça le pisse-mémé. Oui, pisse-mémé, oui. Non, mais alors c'est un élément, il faut l'apprendre pas trop tard, sinon vous allez devoir vous lever la nuit, alors, surtout si la prostate. Pourquoi c'est important de l'apprendre ? Alors, c'est parce que c'est un régulateur de votre tension artérielle. Vous voyez, si vous avez des petits à-coups, un peu de stress, de trucs comme ça, vous écoutez la radio, la télé, vous voyez des choses, oh là là, il y a encore un bateau, il y a encore 2 trains en Grèce, et si j'avais été en Grèce, parce que ça m'est arrivé, j'aurais été dans le train, enfin, vous voyez, on peut gamberger, quoi. Donc, il faut équilibrer son état psychologique, son humeur, et baisser un peu sa tension artérielle. Pourquoi ?
Figurez-vous que dans la feuille d'olivier, il y a un diurétique. De l'année. Très juste, vous le savez. Et une feuille d'olivier, ça vit 3 ans. Donc vous devez prendre la feuille d'olivier de l'année 2023. Vous en prenez un petit paquet, vous les faites un peu sécher ou pas, et vous les mettez en décoction ou bien en infusion 10 minutes. Bon, c'est un petit peu amer. Si vous trouvez que c'est trop amer, mettez un peu de miel. D'accord ? Moi, j'ai pas besoin de mettre du miel parce que j'ai remarqué qu'en avançant en âge, oui. Le sucre, je l'aime de moins en moins. C'est curieux. Alors qu'on vous dit qu'en avançant en âge, on devient gourmand. Non. Par contre, je rêverais d'un éclair au chocolat ou je rêverais. Et je le prends pas, quoi. Jamais. Sauf si c'est exception. Ma femme m'en offre pas. 1. Et 2, j'aime beaucoup les millefeuilles aussi. Mais hier, j'étais au restaurant et elle me montre millefeuilles. Elle me dit, tu prends un millefeuille ? On avait à bosser, il y avait du boulot. Non, je ne prends pas un millefeuille. Et j'ai pris une salade de fruits. Peut-être trop raisonnable. On revient sur la tension, parce que vous dites que quand on avance en âge, ça c'est très important de surveiller soi-même sa tension. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel à avoir à la maison ? Et pourquoi est-ce que c'est important de surveiller soi-même sa tension ? Alors, je vais vous dire, d'abord, l'appareil, le mieux c'est prendre celui qui est au poignet. Ne prendrez pas des choses très compliquées. Seulement, il faut bien l'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le bras comme cela, c'est-à-dire plié, et l'appareil doit être au niveau de votre cœur. Pas en haut, pas en bas, là, vous allez faire n'importe quoi. Comme vous avez 2 bras, vous faites de chaque côté. C'est quand même bien. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des différences souvent. Il peut y avoir un point de plus d'un côté, un point de l'autre. Bon, si vous êtes inquiet, moi je l'ai l'appareil. Je n'ai pas d'inquiétude, donc je ne la prends pas. Honnêtement, je ne la prends pas. Mais si j'étais inquiet, ou pour mon épouse, ou pour quelqu'un qui vient me voir, je vais la lui prendre. Vous voyez ? Et ce qu'il faut avoir, on vous dit 13-8. Je réponds au cardiologue, n'enfermez pas les gens dans du 13-8. Parce que dès qu'il a 14-8, 14-9, vous lui foutez la trouille. Bon. En avançant en âge, moi j'ai 77, je devrais être autour de 13,5-14. Pas de problème. Pourquoi ? Parce que ce qui n'est pas beaucoup. Non. Bon, mais de temps en temps, j'ai un coup de stress, vous pouvez faire un petit coup à 16. Bon, c'est pas bon de faire un 16 ou de faire un 18. Bon, donc il faut réguler. Et c'est là que la tisane de feuilles d'olivier est intéressante. Donc que les personnes aient cet appareil, c'est une bonne chose. Mais qu'ils ne soient pas obsédés par ça. Il ne faut pas être obsédé. D'accord. Vous voyez ? Non. Mais il faut surveiller quand même cette tension. Il faut surveiller cette tension. Voilà. Bon, moi je vois le cardiologue, il voudrait me voir tous les ans. Je lui dis non, tu m'aimes trop. Donc quand j'y suis allé la dernière fois, je lui ai dit voilà, je veux faire le Ventoux en vélo. Le Mont Ventoux. Mont Ventoux. Ouais. Il me dit électrique. Je suis fou de moi. Un vélo à la force des mollets, quoi. Voilà. Alors j'ai dit, écoute, je veux que tu me dises, parce que j'ai vu un ami, il m'a dit, tu dois aller voir un cardiologue avant d'aller faire le Ventoux, sinon tu vas casser ta pipe dans le Ventoux. Bon, donc je lui dis, je veux que tu me dises, à mon ami cardiologue que je tutoie, est-ce que je peux faire le Ventoux ? Il m'a fait monter sur le vélo, torse nu, et puis il a serré la vis, c'est vas-y que tu pédales. Moi, je pédalais de plus en plus. Et puis à la fin, il arrête, et je lui dis, bon, il est temps, hein. Il me dit, est-ce que la tête tourne ? Je dis non. Est-ce que tu te sens bien ? Oui. Il me dit, mais tu es bien monté en tension. Eh ben oui, c'est normal, parce que j'ai fait un effort. J'étais monté à 20 ou à 22. Bon, 20-22 tout le temps, c'est pas bon, vous allez faire péter quelque chose là-dedans. Bon, mais quand vous faites du sport, que vous montez le Ventoux, oui, il en faut de la tension. Bon, il faut envoyer du sang dans le cerveau, c'est à partir du cœur. Donc, il m'a donné le feu vert, hein. Le feu vert. Bon, maintenant, je vais y revenir, là, d'ici 6 mois ou 1 an, et il va me dire, tu veux toujours le feu vert ? Je sais pas sûr que je l'aurai, hein. On va voir, parce que je prends les uns après les autres. Il faut s'entraîner. Oui, alors moi je m'entraîne pratiquement tous les jours, sauf que là maintenant nous avons de la neige, là où nous sommes, donc notre fils a été super, il nous a trouvé un vélo d'appart génial, je suis assis sur le vélo d'appart, et là j'ai mon iPad, je peux lire le journal, je peux lire un bouquin, etc. Et je peux pédaler, je fais à peu près 3 fois 20 minutes. Vous voyez ? Professeur Henri Joyeux, 77 ans et en forme. Hein, en pleine forme pour l'instant, Inch'Allah. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, si on veut devenir centenaire, hein, professeur Joyeux. Si j'ai bien compris. Il faut s'y prendre de bonne heure. Ah bon, d'accord. Moi je dis à attention. 60 ans, c'est mort. Non, pas du tout. Mais à 60 ans, c'est le moment peut-être d'y réfléchir. Parce que 70 n'est pas loin, parce que 80 n'est pas loin. Et je pense que c'est un peu un temps, on le voit avec l'histoire des retraites, c'est un temps où le travail va s'arrêter. Bon, alors le travail, tout d'un coup, vous étiez professeur de chirurgie, vous étiez le chef de ceci, le chef de cela, et à partir du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien.
Vous n'êtes plus considéré dans votre boulot, vous êtes zéro, vous êtes à la retraite. Ça, c'est une catastrophe. Je ne suis pas contre la retraite, je suis pour la retraite, mais il faut la préparer, cette retraite. Donc, vous êtes passionné, vous me l'avez dit, par votre métier. Bon, un jour ou l'autre, on va vous dire, monsieur, vous avez passé l'âge de la retraite. Alors, est-ce que vous allez décider d'aller jouer aux boules, ou bien est-ce que vous allez rentrer dans un état dépressif ? Bon, et alors moi je vous dis, soit vous jouez aux boules, soit vous continuez votre passion, vous créez une autre radio parce qu'il n'y a pas d'âge de retraite. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai... Faut se réinventer, c'est-à-dire, c'est ça. Moi quand j'ai arrêté mon bistouri à 69 ans, je me suis dit, je l'arrête parce que les gens vont se dire qu'à 70 ans, je tremble. C'est pas vrai, je tremblais pas. C'est ce qu'on dit beaucoup de... Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc j'ai dit à mes collaborateurs, vous prenez le bistouri les gars, moi, je vais vous envoyer des malades. Je veux être au courant quand je vous confie des malades de ce qu'ils deviennent, comment s'est passée l'opération, etc. Parce que les familles vont m'appeler. C'est ce qui se passe. Et ça se passe très bien. Mais j'avais préparé, je savais que j'allais continuer à faire des choses sur ce qui me passionnait, la prévention. Pourquoi ? Parce que quand j'opérais les gens qui étaient sur la table d'opération, dès qu'ils dormaient, mes collaborateurs, ils savaient qu'ils avaient droit à une question. Pourquoi cette dame, je l'opère aujourd'hui ? Monsieur, parce qu'elle a un cancer du sein. Pourquoi ce monsieur, je l'opère ? Monsieur, parce qu'il a un cancer du pancréas. Non, je ne te demande pas ça. Je te demande pourquoi il est sur la table avec un cancer du pancréas ou un cancer du sein ou un cancer de la prostate. Quelle raison ? Je ne sais pas. Le hasard. Je vais t'expliquer. Oui. Et là, ça, vous d'expliquer que c'est une question qui n'intéresse personne. Mais moi, ça m'intéresse. Non, mais aujourd'hui, c'est une question... Non, mais c'est la clé de l'avenir. C'est la clé de l'avenir. C'est pour ça que je souhaite, avant de casser ma pipe et de partir dans l'au-delà, je veux créer une école internationale ou européenne de prévention santé. Moi, je veux pas un radis. Mais j'ai besoin des sponsors, des gens un peu intelligents qui disent, merde, mais trouvez-moi une structure nationale ou internationale qui parle de la prévention santé en dehors de dire le tabac, ça donne le cancer du poumon. Et c'est vrai. Mais ça suffit pas. Il y a des gens qui fument pas, qui font des cancers du poumon. La prévention est quand même très absente de beaucoup de plans santé, en fait. Ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose, et ça rapporte beaucoup. Ils en parlent. Ils cherchent là-dessus, en disant prévention. La Ligue contre le cancer, je les connais bien, j'ai eu un patron qui était là-dedans. C'était du blabla, c'est tout. C'est beaucoup de budget, faut dire. Oui, du budget, ça. Ils font pleurer les mamans ou les mamies dans les chaumières pour donner 20 balles, pour donner 100 balles, etc. Pour la recherche. Et tant mieux, il faut qu'ils continuent à faire ça, parce qu'on paye des chercheurs de cette façon-là. Parce que c'est vrai que les chercheurs, quand vous regardez, demandez-leur ce qu'ils gagnent, vous allez voir, c'est une honte. On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut devenir centenaire ? Il faut avoir une bonne épigénétique. Alors, d'abord, je vais vous expliquer l'épigénétique. Vous prenez une abeille. Apis mellifera, c'est l'abeille de chez nous. Bien. Cette abeille, elle vient de l'union d'un mâle qui s'est uni à une reine. Cette reine, elle est polyandre. Elle n'est pas polygame. Polyandre, c'est une femme qui a plusieurs maris. Elle aime les hommes. Bon. Et donc, régulièrement, il y a un bourdon, une abeille mâle, qui vient la féconder. Le pauvre, il faut qu'il la féconde en vol, à 10 mètres du sol, et 2, quand il a fécondé, il a vidé tellement tout ce qu'il avait en sperma, machin, pour il meurt. Il meurt. Ouais, il meurt. Il est mort. Ouais. Bon. Donc, imaginez que si nous, on devait faire ça, ça serait quand même douloureux. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, dans la spermathèque de cette abeille, les doubles gènes, à peu près 16 types de chromosomes du père et 16 types de chromosomes de la mère qui est la reine. Donc vous avez beaucoup de frères et de sœurs, masculins ou féminins, qui sont des demi-frères et des demi-sœurs. On ne sait pas qui est le papa, quoi. Bon. Alors maintenant, cette abeille, elle est une larve. Après l'œuf, 3 jours d'œuf, et après elle va être une larve. Il faut la nourrir. Si vous voulez faire une reine, vous allez la nourrir avec une nutrition de reine. Ça veut dire que vous allez mettre de la gelée royale. Gelée royale, c'est quoi ? C'est une gelée dans laquelle vous avez des facteurs de régénération, de nutrition, des lipides, des acides aminés, des acides gras formidables pour faire un corps de reine. Qu'est-ce que c'est le corps d'une reine par rapport au corps d'une abeille ? C'est le double, grosso modo, le double en taille. Vous voyez ? Donc c'est ça l'épigénétique. Vous comprenez que la nutrition est un élément qui va transformer, elle a le même nombre de gènes que les petites abeilles. Et là, les petites abeilles, il y a la butineuse, il y a celle qui fait du vent, il y a celle qui va chercher le porteur d'eau, il y a celle qui va butiner, il y a celle qui va polliniser, etc. Bon, donc,
en fonction de l'alimentation, vous allez avoir un corps différent. Mais c'est pareil pour nous. C'est-à-dire, si je veux allonger mes télomères, alors qu'est-ce que les télomères ? Vous avez un chromosome, quel qu'il soit. Ce chromosome, il a une extrémité qu'on appelle en grec télo, ça veut dire la longueur. Bon, si vous voulez, je simplifie. Bon, ce télomère, il est court ou il est long ? Plus vous abîmez votre corps par la pollution, par le stress, par l'angoisse, la mauvaise bouffe, etc., en buvant du Coca-Cola, en buvant trop de pinard, etc., et Dieu sait que je ne suis pas contre, hein, mais qu'est-ce qui passe ? Vous raccourcissez vos télomères. Et il y a eu une femme extraordinaire que j'ai rencontrée à Paris, qui s'appelle Elizabeth Blackburn, qui a eu le prix Nobel. Elle a montré que des animaux chez lesquels, des animaux, les souris ou des rats, que l'on stresse à mort, ils vont mourir plus tôt parce qu'on leur casse, on leur réduit leurs télomères. Alors, on ne peut pas prendre les télomères, on ne peut pas faire une biopsie du cerveau. Oui, est-ce qu'on peut savoir dans quel état sont nos télomères ? Eh non. Bon. Pour l'instant, non. Mais peut-être que ça viendra. Ouais. C'est un beau sujet de recherche, mais il faudrait faire une biopsie. On ne va pas vous mettre une aiguille dans le cerveau pour aller vous chercher les neurones, savoir quelle est encore de vos télomères. Mais peut-être que ça viendra. Si on veut vivre longtemps et centenaire, il faut bien dormir. Ce qui est paradoxal, c'est que plus on vieillit, plus on a le temps et moins on dort. Enfin, moins on dort la nuit. On dort mal. On dort mal. Alors je vais vous donner ma clé. Ah. Un carré de chocolat. Et attention, pas n'importe quoi. Vous prenez du chocolat bio qui s'appelle Oméga Choco. Oméga, pourquoi ? Parce qu'il y a des oméga 3 dans ce chocolat. C'est la graine de lin qui est unie au chocolat. Bon, il y a un beau mariage. Je prends un carré de chocolat. Je coupe en deux, je le mets sur la table de nuit. D'accord ? Bon, moi j'ai ma table de nuit à ma droite. Donc si j'arrive pas à m'endormir, je prends le demi-carré de chocolat et je le mets entre la gencive et la joue. Le lendemain, je me réveille, il en reste encore l'autre moitié. Ça veut dire que j'ai eu besoin qu'une demi-carré de chocolat pour m'endormir. Si le lendemain, il manque l'autre, c'est que j'ai eu besoin des deux. Vous savez, on le prend sans s'en rendre compte, parce que j'arrive pas à m'endormir, ça tourne dans ma tête, ceci, cela, bon. Et donc, eh bien, pour moi, c'est une clé. Pour d'autres, ça sera peut-être du miel. Pour un enfant, le miel, vous mettez du miel sur les lèvres d'un petit enfant et vous allez voir qu'il va aimer parce que c'est doux, parce que c'est et cet enfant va s'endormir gentiment avec un peu de miel sur les lèvres que sa petite langue va attraper, quoi. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui vont prendre des somnifères. Je te déconseille formellement. Somnifères, anxiolytiques et antidépresseurs, ce sont des molécules qui sont proches, qui ont des actions un petit peu différentes, puisque un, c'est anxiolytique, l'autre, c'est somnifère, et le troisième, c'est antidépresseur, mais ça vous augmente le risque d'Alzheimer, officiel, hein, de 50%. Faut dîner léger, professeur. Comment ? Faut dîner léger. Dîner léger, bien sûr. Alors, mon épouse vous dira, pas trop de protéines. Oh, chérie, un peu de poisson quand même, c'est bon. Ah, oui, mais pas un steak. Pas un gros steak. Et des légumes vapeur. Avec légumes vapeur, obligatoire. Ça, c'est important. Obligatoire. On parle de ça. Et demain matin, au petit déjeuner, les œufs à la coque, cuits à la vapeur, tous. Alors, vous êtes un des rares à parler de la valentonine. J'arrive à vérifier l'information. Nulle part, personne n'en parle de cette valentonine. Ça viendra. Tout le monde dit que c'est... Enfin, vous dites que c'est la véritable hormone du sommeil. Moi, je pense, oui. Ouais. Je le pense pourquoi ? Parce que mon collègue, qui est un petit peu spécial, vous savez, chercheur... Il est très spécial, oui. Oui, il est hyper spécial. Mais c'est pas grave, c'est bien. Ouais, écoutez, il y a un film dont j'ai plus le nom en tête, qui est très intéressant d'ailleurs. C'est un gars qui est très bon en maths et en physique, etc. On voit qu'il est complètement pété, il est à côté de ses pompes, il est Asperger, tout ce que vous voulez. Non, il est Asperger, oui. Et il finit prix Nobel, quand même. Oui. Alors, mon collègue est très spécial. C'est exact, mais je trouve que la découverte qu'il a faite... Jean-Bernard Fourtillan, exactement. Pour le nommer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé, expérimentalement, chez l'animal, donc il y a des études expérimentales chez l'animal, que, après la sérotonine, c'est pas le bouquin Sérotonine de Houellebecq, c'est la sérotonine qui est un neurotransmetteur. À partir du tryptophane, dans votre corps, vous en avez partout, en particulier dans le tube digestif, de la sérotonine. Quand je prends mon chocolat le matin, je prends de la sérotonine dans mon chocolat qui va me servir pour ce soir quand je vais m'endormir gentiment. Bon, la sérotonine, à partir du tryptophane, elle va se transformer au niveau d'une glande qu'on appelle la glande épiphyse ou glande pinéale. Elle va se transformer en mélatonine. Bien. Si j'ai un bon taux de mélatonine... Qui est l'hormone du sommeil, a priori, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais qui n'est pas vraiment l'hormone du sommeil. La preuve, c'est qu'on l'a essayé pour les jet lag, vous savez, pour les pilotes. On en vendait, ouais. Bon, mais si vous en avez assez, les gosses, ils ont des taux de mélatonine fabuleux. On a les taux chez les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils font bien dodo, quoi. Donc, cette mélatonine se transforme dans une autre hormone quand vous vous réveillez,
qui a un nom épouvantable, qui s'appelle le 6-méthoxy-armalan. Alors, armaline, si vous étiez dans les années 60-70, vous auriez connu l'armaline, parce que vous auriez pris quand même des choses pour rêver, pour halluciner. Ça s'appelle l'armaline. Ça revient à la mode. C'était le LSD. Oui, c'était, voilà. Tout à fait, cocaïne. Ça revient vraiment à la mode, là. Bien sûr, bien sûr. Alors, avec le LSD, vous étiez dans les petits éléphants roses, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'hormone. Quand vous l'avez fabriquée par votre corps à partir de la mélatonine, c'est l'hormone de l'éveil. En ce moment, nous avons de bon ton, nous sommes éveillés en pleine forme. Bon. Par contre, quand il va arriver 10h, 11h du soir, on a commencé les paupières qui tombent, et le 6-méthoxy-armalan, hormone de l'éveil, se transforme dans une autre hormone. C'est celle-là qu'il a découverte, qui est la valentonine. Pourquoi valentonine ? Parce qu'il y avait mélatonine, il y avait sérotonine, et qu'il avait une petite fille qui naissait à ce moment-là, qui s'appelait Valentine. Quand vous découvrez quelque chose, vous avez le droit de baptiser. Quand vous avez un enfant, c'est vous qui baptisez votre petit, avec votre femme, quoi. Voyez ? Il n'y a pas énormément de littérature encore sur la valentonine. Alors, il y a des publications très intéressantes, internationales, mais vous savez qu'il y a eu une interdiction par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Bon, il est allé trop vite, il a voulu shunter les laboratoires pharmaceutiques, c'est ça qui s'est passé. Et donc, il a fait ce qu'on appelle... Il a mis des gens sous médicaments. Oui, non, pas sous médicaments, non. Sous quoi ? Il a fait ce qu'on appelle une preuve de concept. Oui. C'est-à-dire, si par exemple, je vous démontre qu'en buvant telle boisson, on a tel effet positif pour la santé, je vous teste parce que nous sommes amis, et puis vous me dites, ah ouais, mais ton truc c'est fabuleux, bon, on fait ça sur 20 personnes, ça s'appelle une preuve de concept. Seulement lui, il a fait sur 400 personnes. C'est là qu'il a déconné. Il fallait le faire sur 20 personnes, et à partir de ce moment-là, on le déclarait. Quand il est arrivé aux 400 personnes, ce qui était trop, on le lui a dit 50 fois, le dossier était prêt pour aller à la phase 1 officielle. C'était prêt pour aller à la phase 1. Mais il n'est pas allé à la phase 1 parce que juste avant la phase 1, l'agence médicale, l'agence nationale de sécurité de la santé, ANSM, des médicaments, a levé le pet, comme on dit. C'est ça qui s'est passé. Mais elle a levé le pet. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Mais attention, j'ai rien à cacher. Moi, je leur dirais, écoutez, vous avez interdit les patchs. Vous avez eu raison, ok. Vous les avez fait bloquer en Allemagne, à Munich, ok. Est-ce que vous avez étudié ces patchs pour savoir si dedans il y avait de la flotte, de la ciguë pour tuer les gens, ou s'il y avait vraiment la valentonine pour aider les gens à dormir ? J'ai pas vu. Bon, Centenaire et en pleine forme, c'est votre nouveau livre, Professeur Joyeux, qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Bien respirer, bien voir, bien entendre. D'ailleurs, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Beurre FM, formidable. Pourquoi ? Parce que c'est du BFM qui traverse la Méditerranée. Voilà, on va le garder comme slogan toute l'année. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.